La littérature urbaine raconte la ville depuis ses marges. Migration, culture populaire, vie à hauteur d'habitants. Des récits qui remettent au centre des trajectoires sociales et politiques longtemps invisibilisées. Mais quelle place leur accorde aujourd'hui la littérature française ? À l'heure où les idées d'extrême droite traversent aussi le monde de l'édition, ces contre-récits deviennent un champ de bataille symbolique. Quand la littérature urbaine devient résistance, on a posé nos micros à la Gaîté Lyrique à Paris pour le tout jeune festival des littératures urbaines. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et ce miroir social que nous présente la littérature urbaine, nous allons l'analyser avec deux jeunes auteurs sélectionnés. Rouda est slameur et rappeur. Les Jardins perdus, son deuxième roman, a pour décor une cité comme mille autres. Il y raconte l'histoire de deux frères, jeunes adultes, dont l'un se laisse gagner par la haine et la violence que lui vend l'ultra-droite française. Un roman poétique sur le délitement d'une famille populaire et la dégradation du climat social en France. Autre sensibilité, Nasserah Tamer publie Allô la place, un premier roman intime sur le lien complexe que vous entretenez avec la langue de vos parents, le darija, un dialecte avec lequel vous voudriez renouer depuis Paris. Vous nous partagez dans ce roman votre douce obsession pour les taxiphones, ces lieux de passage qui changent aussi vite que le monde, d'où l'argent et les mots partent vers ce que vous appelez le pays loin. Mame Fatou Niang est la présidente du jury 2026 du prix du Festival des littératures urbaines, maîtresse de conférences à l'université Carnegie Mellon aux États-Unis, où vous travaillez sur la littérature française et francophone, la question noire et l'identité dans les villes et les quartiers populaires. Vous avez coécrit un essai renversant et pourtant dépassionné sur la notion d'universalisme à la française, un idéal de façade que vous souhaitez voir refondé. Merci d'être avec nous. Merci. Et enfin, Mehdi Alafani, vous êtes un des organisateurs de ce festival qui ouvre sa 3e édition à Paris. 8 romans et 5 essais ont été sélectionnés pour ce prix. Vous faites aussi partie de Conscience de classe, un collectif de réflexion et d'action autour de la question des transfuges de classe. Un espace où vous dites que, fatigué d'avoir le cul entre deux chaises, vous créez la chaise à deux culs, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc j'espère que vous êtes bien assis aujourd'hui. Et tout d'abord, je voudrais vous poser une question. Pourquoi l'impérieuse nécessité de créer ce prix des littératures urbaines ? Le prix et le festival viennent un peu de la même origine, c'est-à-dire qu'ils sont créés à l'initiative de 2 auteurs originaires de quartiers populaires, que sont Zakaria Aroussi et Freddy Zokanga, qui chacun ont écrit de leur côté. Freddy a publié en auto-édition, Zach a été édité par les éditions de Noël, et tous les deux, en se rencontrant, en viennent à une conclusion et à un constat. Ils se disent, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, parmi toutes les manifestations littéraires qui existent en France, il n'existe pas de manifestations littéraires qui viennent justement célébrer les autrices et les auteurs qui viennent des quartiers populaires. Donc rapidement, lorsque l'idée germe, il s'associe avec, à l'époque c'était avec Taoufik Valipuram, et puis on se dit au tout début de la réflexion qu'on ne peut pas s'arrêter à avoir une littérature qui va parler simplement des quartiers populaires. On ne veut pas essentialiser ces auteurs-là, ces auteurs et ces autrices, parce que c'est quelque chose qui trop souvent est fait, et c'est quelque chose qui revient à dire quelque part qu'ils sont bons que dans cette catégorie. Nous, ce qu'on voulait montrer aussi, c'était qu'ils avaient une place dans toute la littérature contemporaine française, que ce soit au niveau de la narration, donc des histoires qu'ils racontent, que ce soit au niveau de la langue, de l'oralité notamment, qu'ils vont porter dans ces récits. C'est quelque chose qui aujourd'hui apporte du renouveau à un monde littéraire français qui en manque cruellement et qui en a cruellement besoin. Donc voilà, l'initiative, elle part d'une idée de représentation, mais on se rend compte aussi que les littératures urbaines sont quelque chose qui apporte vraiment une nouveauté au paysage culturel français, et que du coup on a cette nécessité de célébrer ces diversités de voix, de récits et d'opinions aussi. On va en parler, mais pour vous, par exemple, Nasserah Tamer, vous qui êtes jeune autrice, dans quelle mesure c'est important d'avoir ce type d'événement ? Alors pour moi, j'ai apprécié d'être sélectionnée pour ce prix et de voir cette programmation, parce que c'était une manière pour moi d'exister en dehors des circuits balisés par les institutions culturelles dominantes, et en fait de voir mon livre circuler dans un espace plus alternatif et qui pense les formes littéraires autrement, c'était vraiment important pour moi. Donc j'étais très très heureuse et je suis très heureuse de pouvoir discuter aujourd'hui sur ce sujet. Mais votre livre est quand même validé par ce que vous appelez l'institution littéraire Oui. par ailleurs. Comment vous le recevez, ça ? De manière ambivalente. C'est aussi l'ambivalence de la narratrice tout au long du récit. Et je pense que j'ai un droit à l'ambivalence. C'est-à-dire que même si je viens d'un quartier populaire, même si je me sens proche du milieu ouvrier, du milieu immigré, j'ai aussi une aspiration à faire de la littérature et à être prise au sérieux en matière littéraire. Et donc, j'avais envie aussi d'être dans une belle maison d'édition. Et j'apprécie aussi d'avoir un retour critique
J'ai eu un retour critique qui m'a touchée, mais pour autant, ça va au-delà de mes aspirations. Eh bien, j'espère que justement, je peux naviguer ailleurs. Et donc, c'est d'être à la fois validé, pourquoi pas par ce qu'on appelle la culture légitime, et ça n'empêche pas de pouvoir parler à d'autres personnes et de pouvoir contribuer à d'autres discussions. Donc Rouda, pour vous, est-ce que c'est le même principe, ce type de festival, c'est inventer en fait ce qui vous permet d'exister dans votre littérature ? Alors venant du rap et du slam, cette question-là, moi, elle me traverse depuis longtemps. Je rejoins Mehdi sur la question de la représentation, de la représentativité. Je pense que la littérature, elle se doit de parler à tout le monde, à ceux qui lisent comme à ceux qui ne lisent pas ou ceux qui ne savent pas encore qu'ils peuvent lire. Et par contre, incarner des voix, des géographies, des territoires issus des quartiers populaires me semble ultra important. Mais pour autant, il faut aussi qu'on continue à se confronter aux autres milieux, qu'on puisse continuer à les rencontrer, à se faire accepter et que tout le monde continue à se croiser. C'est en ce sens où je pense qu'on va rendre les objets littéraires beaucoup plus accessibles. Mehdi, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un peu s'organise justement ce prix ? Comment vous avez sélectionné, etc. Et ensuite, on prendra l'avis de Mme Fatou, qui est présidente du jury. On a eu des évolutions, effectivement, sur le jury et sur le prix, mais assez vite, on s'est dit que déjà, à la différence de la grande majorité des prix littéraires, des grands prix littéraires français, nous, on ne voulait pas de cette opacité qui les entoure en général. Donc, on avait déjà une exigence, du coup, de transparence. Et à cette exigence de transparence, assez rapidement, on y a associé une exigence de démocratie. Une exigence de démocratie qui, je dois le dire encore aujourd'hui, parfois elle est désagréable pour nous, l'équipe organisatrice, parce que du coup fait que notre voix n'est juste celle de coordinateur et de coordinatrice. Nous ne sommes pas ceux qui décidons qui va gagner le prix. Et c'est quelque chose d'important. On fait confiance à notre processus, on fait en sorte que ce processus évolue. Mais pour le rappeler, donc, cette année, on a commencé avec un peu plus de 120 livres, romans et essais, parce que nous avons du coup une catégorie roman et une catégorie essais. Et ensuite, sur ces livres-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder par rapport à notre définition du roman ou du récit urbain, notre définition d'ailleurs qui n'est pas stricto sensu portée par l'association Quartier Bis de la littérature, mais qui est originaire d'une chercheuse en littérature française qui s'appelle Christine Horvath et qui travaille sur le roman et le récit urbain, qui d'ailleurs, elle définit comme le meilleur exemple étant Zola. Donc on part vraiment de cet héritage-là, de cet héritage de comment on va montrer la ville, de ces différents quartiers, de ces différentes dynamiques. Donc c'est un peu ce qu'on va faire au début sur ce premier tri de ces 120, 130 livres. On va regarder à quel point est-ce qu'ils sont entre guillemets urbains, à quel point est-ce qu'ils parlent de la ville et qu'est-ce qu'ils y apportent. Donc ça nous donne une possibilité de déjà en éliminer un certain nombre. C'est ensuite qu'on fait appel à un comité de lecture citoyen. Cette année, il était composé de 112 personnes, qui sont des personnes qui se répartissent pour lire les livres. Chaque personne va en lire au minimum 2. Moi, par exemple, j'ai commencé à participer au festival parce que je me suis rendu compte que sur une présélection de 50 livres, j'en avais déjà lu une quinzaine. Donc j'ai écrit à l'équipe en disant peut-être qu'on peut se parler. Et du coup, ce comité de lecture rend des fiches de lecture et ensuite ces fiches de lecture sont transmises à ces mêmes membres du comité qui se réunissent chacun pour du coup justement sélectionner une partie des livres. Ce qui est important, c'est que ce sont des livres qu'ils n'ont pas lus. Ce qui veut dire que les gens qui choisissent des livres qu'ils n'ont pas lus. Pour nous, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'ils doivent faire confiance à l'autre. Il y a un vrai sujet d'altérité. Quand on lit les fiches de lecture, on se pose des questions. Qui a écrit ? Pourquoi on a écrit ? Ces fiches sont anonymes. Cette année, par exemple, on a ajouté quelque chose qui était d'avoir des données démographiques pour permettre à la personne qui va lire la fiche de lecture de situer qui l'a écrit. Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Quel âge il a ? Dans quel milieu social il a grandi ? De quel milieu social il est originaire ? Est-ce que c'est une personne qui vit en ville, etc. Tous ces éléments-là, pour nous, sont importants et constitutifs de ce qu'on appelle justement lire un livre. Et je rejoins effectivement ce que tu disais, Rouda. En fait, tout le monde aime la littérature. Il faut juste avoir les bonnes approches et les bonnes portes d'entrée. Donc tout ça, c'est pour arriver... Je vous coupe 2 minutes. Je voudrais entendre Mme Fatou là-dessus, justement, sur le fait que vous évoluez dans ce monde un peu littéraire, en France et aux États-Unis. C'est original, cette démarche qui est faite, justement, cette approche du prix. Comment vous l'entendez ? Absolument, parce qu'on est dans ce qu'il y a de plus démocratique, de plus partageant. Là, on est vraiment dans quelque chose qui intègre le lecteur, qui intègre le maximum de personnes du groupe et qui nous éloigne un peu des processus. Alors, le prix littéraire en lui-même est très souvent un objet
symbolique qui sanctionne la fin d'un parcours qui est très souvent très opaque. Moi, j'étais assez. Alors, je vais parler peut-être un peu de ma position de présidente du jury. Et lorsque vous m'avez invité, je me suis dit est-ce que voilà, je vais devoir lire 50 livres, diriger un petit comité secret de 5-6 personnes, parce que c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Et c'est vrai que quand vous m'avez parlé du processus, c'est la première fois en 25 ans dans cette industrie, que ça soit l'université ou le monde de l'édition, que l'on me présente ce type de processus. Donc j'ai trouvé ça extrêmement novateur, extrêmement démocratisant. Et tout à l'heure, j'ai été interpellée par ce que tu disais sur les espaces de légitimation. La littérature est un espace social qui apporte de la légitimité. Et je pensais tout à l'heure à l'éclosion des littératures urbaines au début des années 80, où on a du mal à mettre un nom, une étiquette sur cet ensemble d'écrits un peu disparates qui ne viennent pas d'écrivains traditionnels. Et quand je dis d'écrivains traditionnels, des hommes blancs. Et c'est vrai qu'on va se retrouver avec une difficulté à mettre une étiquette, à mettre un nom. On parle de littérature urbaine, littérature immigrée, littérature UC2, etc. On va se retrouver avec une dizaine d'étiquettes comme ça, et des étiquettes qui en fait vont participer à maintenir cet ensemble d'écrits hors de ce qui était considéré comme la littérature française, celle qu'on trouve à la FNAC, au rayon littérature française, et qui est dans un circuit donc de distribution, d'édition et un circuit de prix bien défini. Et le fait de créer son propre prix avec ses propres critères et pas dans une volonté de se ghettoiser, mais de proposer. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé, et je vais m'arrêter là, extrêmement fort dans votre proposition, c'est qu'on n'est pas du tout dans quelque chose d'alternatif, on est dans un nouveau modèle qui, je pense, peut servir à la culture plus large dans le monde littéraire, mais aussi au-delà, dans le cinéma, etc. On est vraiment dans un nouveau mode d'évaluation. Et alors, justement, cette assignation à une littérature qui serait une littérature soit francophone, soit une littérature étrangère, est-ce que vous l'avez vécu, Nassera Tamer ? Pour mon cas, je pense que le fait d'être dans une maison d'édition, on parle de littérature blanche parce que justement cette couverture sans signe permet d'identifier tout de suite la maison et donc la supposée qualité littéraire derrière, m'a un peu épargnée de ces étiquettes littérature, je sais pas, immigrée, maghrébine, je sais pas quoi. En revanche, moi, le sujet m'a intéressée au moment de l'écriture et j'ai fait la démarche de comprendre un peu quelle était la réception d'autrices, d'auteurs racisés, issus de milieux populaires. Et effectivement, le constat, c'est qu'il y a comme une invisibilisation et des étiquettes pas toujours flatteuses, toujours rapportées à une littérature légitime. Voilà, on se souvient que Faiza Guène était appelée la Françoise Sagan des banlieues. Voilà, et voilà, avoir perçu ça, j'ai essayé, tant bien que mal, d'éviter des écueils, mais bon, c'est toujours... Est-ce que c'est évitable ? Vous avez une vue assez large, et puis vous avez étudié tout un corpus de textes, etc. Est-ce que c'est évitable, et comment, en fait ? Alors, est-ce que c'est évitable ? C'est assez compliqué. En vous écoutant, je pensais à 1983, lorsque Mehdi Charef écrit le thé au harem d'Archie Ahmed. Il est invité par Bernard Pivot à Apostrophe, et il est invité dans une émission qui est assez intéressante, où des écrivains étrangers qui écrivent en français sont... donc il y a Vénus Rouigata pour le Liban, il y a un auteur algérien, et Bernard Pivot l'introduit en disant « Et nous avons un autre Algérien, Mehdi Charef ». Alors Mehdi Charef était en France depuis l'âge de 8 ans, et la première question que Bernard Pivot lui pose, c'est « Pourquoi est-ce que vous écrivez en français ?» Il lui dit « Mais en fait, c'est la langue que je parle ». Et donc toute la question, tout l'intérêt autour de Mehdi Charef va se faire va tourner autour de cet Algérien ouvrier, un peu délinquant, qui écrit en français
français. Et on voit qu'il y a un arc comme ça assez intéressant. Je pense à Tassadit Imash, qui lorsque son livre sort en 1989, Tassadit Imash est née en France d'une mère française, d'un père algérien. Elle n'a jamais mis les pieds en Algérie. Et lorsqu'elle sort, sa cousine lui dit « Mais je ne trouve pas ton livre à la FNAC ». Elle y va. Il n'est pas en littérature française. Elle le trouve au rayon littérature algérienne. Et donc il y a un arc comme ça assez large. En 2006, en parlant de ces questions d'inclusion, les grands prix, donc Goncourt, Renaudot, sont obtenus par des écrivains francophones. Et je me rappelle qu'il y a ce manifeste qui est fait par Rouault et Lebris en disant, voilà, est-ce que là on assiste à une révolution du monde littéraire? Et en fait non, parce que 2006, on est un an après les révoltes en banlieue, et tous les auteurs qui reçoivent donc ces grands prix, donc il y a Alain Mabanckou, il y a Léonora Miano, ce sont des auteurs africains, des auteurs francophones, et toute la masse de textes qui sont écrits par des écrivains urbains, des écrivains de banlieue, passe inaperçue. Et à partir de là, ce qu'on voit, c'est cet arc en fait d'un monde littéraire, que ça soit les maisons d'édition, donc du quartier latin parisien, qui ont du mal à capter ou à intégrer dans le giron de la littérature française ces textes-là, parce que trop proches de chez nous. Ceux qu'on n'a pas connus pour des écrivains comme Gary, Beckett, Ionesco, qui venaient de l'étranger et qui pour beaucoup, ont par été exemple, intégrés très facilement. Intégrés. Mais alors qu'est-ce que ça dit en fait de notre, alors soit du monde de l'édition, mais je dirais que c'est bien plus large. C'est beaucoup plus large. Cette ghettoisation, je pense que c'est Alain Mabanckou qui parlait de ghettoisation justement de ces auteurs. Il y a une difficulté à les intégrer dans le giron de la littérature française, et une difficulté qui est passée justement, comme je disais, par une multiplication d'étiquettes. On a parlé de littérature immigrée, de littérature issue de l'immigration, de littérature de la seconde, troisième, quatrième, cinquième génération, à se demander combien de générations il faut pour être juste de la littérature française. On a parlé de littérature de banlieue. Des étiquettes que certains, par exemple, Rachid Jaïdani, refusent l'étiquette de littérature de banlieue, de littérature urbaine. Et en fait, ce sont des circonvolutions pour juste éviter de reconnaître que ce sont des écrivains qui parlent de la France. Mehdi Charef parle de la France de 1983, Tassadit Imash parle de la France des années 90, vous parlez de la France aujourd'hui, et qu'il y a une difficulté à laisser, à partager un instrument, parce qu'on pense quand même au pouvoir de la langue française. Quand François Ier fait les édits de Villers-Cotterêts, on déclare que la langue française sera la colonne vertébrale de la nationalité. La littérature, à travers toutes les institutions dont la République va se doter, de l'Académie française, au prix littéraire, constitue l'un des podiums les plus importants de la littérature. Donc laisser ou partager ces endroits de prestige avec certaines personnes revient de facto à les intégrer à la République. Ce qu'on peut faire très facilement avec Gary, ce qu'on peut faire très facilement avec Beckett, avec Ionesco, c'est un peu plus compliqué quand c'est Mehdi Charef. Et comme on est dans un pays où pendant très longtemps il y a des non-dits sur les barrières raciales, les barrières ethniques, mais aussi les barrières historiques qui font que certains corps peuvent être intégrés à la République et que d'autres ne le sont pas, cette littérature-là, qui vient de ces endroits et qui, avec ses corps chargés, quand Mehdi Charef écrit, il est chargé de l'histoire de l'Algérie. Quand Tassadit Imash écrit, son histoire est chargée, bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds en Algérie, son histoire est chargée du corps de l'Algérie et de la relation entre ces deux pays. Donc, accepter ces écrivains dans le giron français, c'est aussi accepter que c'est notre histoire. Et là, c'est une autre histoire. Rouda, cette historique justement dont parle Mme Fatou, est-ce que vous l'avez en tête quand vous vous mettez à écrire votre premier livre, votre second livre? Pas du tout, non. Vraiment Ouais. pas du tout. C'est passionnant de t'entendre, d'avoir ce regard très large, très éclairé, parce que quand on écrit à sa hauteur. Donc moi, je peux parler juste de ce contre quoi je lutte. Moi, je suis nouveau en littérature, donc c'est un monde inconnu. Mais c'est vrai que je sens la tentation en face d'être catégorisé comme un auteur de banlieue ou incarner un roman. Oui, bien sûr, ou incarner un roman de banlieue. Je pense au contraire que nos quartiers sont autant des arènes que des personnages ou des viviers d'histoire à raconter et d'oralité. Le danger d'être catégorisé, d'être étiqueté, il existe.
Mais je pense que notre rôle en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, c'est justement d'incarner des voix différentes, des voix singulières, de raconter des histoires qu'on maîtrise, avec des codes et des langues qu'on maîtrise, et de leur donner accès à ce statut d'écrivain, d'écrivaine. Moi, je trouve le mot écrivain, j'ai grandi avec ce mot-là en me disant, waouh, c'est super impressionnant, c'est inaccessible. Comment se sentir légitime quand on vient du format court, ou du rap, ou de la chanson, ou d'une oralité plus épurée. Donc faut lutter contre tout ça, mais moi je pense pas du tout, quand j'écris, j'essaie de penser plutôt aux histoires que je raconte, aux personnages que je veux incarner, aux histoires que je veux traverser ou faire traverser, ce qu'on fantasme, ce qu'on n'a pas vécu, ce qui a été vécu par d'autres. Pour moi c'est ça l'écriture et la littérature. Mais est-ce que vous attendez un retour du monde littéraire en face? Est-ce que justement vous tenez à ce qu'on vous positionne d'un côté, d'un autre, ou vous êtes... Non, moi déjà j'ai jamais j'ai jamais imaginé un jour que je serais édité. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Voilà, et j'ai jamais imaginé que de retrouver mon propre livre que moi j'ai écrit dans des boutiques, dans des librairies, ou d'aller à la rencontre d'un public, ou de rencontrer d'autres auteurs, ou d'être dans un prix de littérature. Je pense que quand on écrit sur une intention, un instant. On est très concentré sur soi-même, c'est un peu nombriliste l'écriture, et toutes ces questions doivent nous traverser inconsciemment. Mais moi, la question de ma géographie, de mon territoire, ça enlace les branches de mon ADN depuis toujours. Donc en fait, ce truc-là, j'y pense pas du tout. Je vais plutôt penser à quelle langue je vais utiliser, comment je vais raconter mon histoire, comment je vais essayer de la partager avec quelqu'un d'autre. Et justement, vous avez choisi d'en faire un festival de littérature urbaine. Est-ce que cette crainte-là d'enfermer, finalement, est-ce qu'on n'y participe pas avec un événement comme ça? Ou est-ce que vous le pensez complètement autrement? Je suis un peu revenu dessus tout à l'heure. Nous, là, c'est vrai que la manière dont on le pense s'inscrit dans une tradition littéraire française qui remonte à Zola. Donc, c'est déjà un élément qui, quand j'en parle effectivement des gens qui sont du monde de la littérature, ont un peu une espèce de surprise parce que, oui, effectivement, on se revendique héritier de Zola. Et on revendique le fait que ce soit un espace littéraire que lui a créé à cette époque-là et qui aujourd'hui est ouvert à tous. Donc pour nous, c'était important de définir les littératures urbaines comme les littératures qui parlent de la ville et de ceux qui y vivent. Derrière le label, on sait très bien que le label de littérature urbaine, c'est celui des musiques urbaines, que je trouve d'ailleurs complètement ridicule. Je crois que c'était le comte de Boudherbala qui disait « Mais Benjamin Biolay, il fait quoi? De la musique dans les champs ?» En fait, les musiques urbaines sont beaucoup plus larges aussi que les littératures urbaines. Donc nous, on prend le label parce qu'on sait que le label intéresse et que justement, il va porter quelque chose. Et on s'en sert pour déstigmatiser, en disant qu'une fois qu'on arrive ici, une fois qu'on arrive dans ce festival, le retour qu'on nous a le beaucoup plus fait sur le festival, c'est que c'est un endroit d'expression. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Et quand je vous écoute, Rouda, Nacera, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que ce qu'on veut, c'est effectivement montrer que quand on prend des auteurs, des autrices originaires de quartiers populaires ou pas d'ailleurs, et qu'on leur fait parler de sujets qui sont en fait des sujets sociaux, des sujets politiques, des sujets économiques, des sujets de la vie de tous les jours, ce sont des gens qui sont pertinents et en plus qui ont une vision des choses qui est assez différente de ce qu'on va retrouver ailleurs. Donc pour nous, cet espace d'expression, il est nécessaire déjà pour mettre en valeur des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, pour changer les récits et les narratifs dominants aujourd'hui, mais aussi parce que toutes les personnes qui viennent à ce festival, et pour nous ça nous remplit de joie, sont des gens qui à un moment donné vont écrire, vont parler et vont justement faire partie de la société. La deuxième édition était sous le signe du vivre ensemble. Cette édition est sous le signe des résistances culturelles et littéraires, mais on s'adapte en fait à chaque fois au contexte politique, au contexte social et à ce qui traverse la France et les Français. Et pour nous, c'est quelque chose de très important de renouer la culture avec quelque chose d'intime et de renouer aussi avec le politique, mais au sens du politique intime qui est le pouvoir du peuple. Pas au sens du politique tel qu'on peut le voir aujourd'hui, qui est d'une certaine classe, qui s'éloigne justement des préoccupations. On pense que la culture est un excellent moyen pour y parvenir et que la littérature, justement, est là, notamment au-delà de l'acte d'écrire, je suis d'accord, c'est un acte très nombriliste, et de ce qu'elle porte, il y a aussi une charge symbolique très forte sur le milieu littéraire, tu le rappelais, Mafatou, qui est historique en France. Et donc le fait de choisir de s'attaquer justement à la littérature, au livre, à l'objet livre, tout à fait, c'est aussi très important parce que ça montre qu'on est dans des espaces où on n'est pas attendu. Le fait d'être aussi dans ce lieu, on est aujourd'hui à la Gaîté Lyrique, on est au centre de Paris. Nous, on a eu des gens qui nous ont dit, en fait, votre événement, il marcherait bien, mais médiathèque dans le 19e, ou alors si c'était en Seine-Saint-Denis. Mais pourquoi? Est-ce que nous, on n'a pas le droit d'être au centre de Paris? Est-ce que nous, on n'a pas le droit d'être dans les lieux prestigieux? Non, en fait, on considère que la place que l'on a et la place que ces auteurs et autrices représentent pour la littérature française, elle n'est pas à démontrer et qu'ils ont tout à fait leur place dans ces espaces de pouvoir et de légitimité culturelle.
Vous parliez de la charge symbolique du livre. Je pense que c'est important de redire que le monde de l'édition, c'est un contexte à très haute tension aujourd'hui. La littérature fleurit dans un contexte de bataille culturelle donc forte. Il y a 5 essais d'extrême droite qui sont en tête de la vente des livres en France aujourd'hui. On ne va pas les citer. Ils ont assez de publicité comme ça. Le secteur donc de l'édition est de plus en plus concentré. Est-ce que ça, vous l'avez senti, vous l'avez vécu en tant qu'auteur ? J'y ai pensé, c'est-à-dire que ça a pris du temps pour moi d'imaginer être publié. Ça a longtemps été complètement inaccessible. Et puis, à partir du moment où je commençais à avoir un texte que je voulais partager, j'ai commencé à y réfléchir sérieusement et à essayer de comprendre comment était structuré le monde éditorial. Et effectivement, on comprend très vite que se jouent des enjeux politiques majeurs. Et il était pour moi très important de pas être naïve ou dupe de ce qui s'y jouait. Et je souhaitais une maison indépendante. Et c'est vrai que c'est assez délicat parce que je ne sais pas si tous les auteurs et toutes les autrices ont la même possibilité de choix, la même faculté de se dire tiens, moi je vais plutôt aller dans une petite maison d'édition, alors qu'il manque déjà de visibilité pour certains et certaines textes. Donc je peux aussi comprendre qu'on souhaite être dans une très grande maison d'édition. Enfin voilà, j'ai pas de... Je sens qu'il y a un danger palpable, mais j'ai pas forcément davantage d'outils face à ça. Ce qui n'empêche qu'il y a quand même 4000 éditeurs indépendants en France aujourd'hui. Donc, c'est quand même, il y a une certaine vitalité, même si on sait très bien que financièrement, c'est pas le même point. Quel sort vous a été réservé en tant que jeune auteur par les éditeurs? Par les éditeurs. C'était difficile de convaincre, ça se fait facilement. Alors, moi, je rejoins Nacera. Moi, j'avais déjà ciblé, les éditeurs. D'accord. Avec vous choisissez vos éditeurs, en fait. Enfin, choisir, non, on n'a pas ce luxe. Oui. Mais en tout cas, moi, je me suis imposé d'identifier des éditeurs d'abord qui me parlaient, dont le catalogue me parlait, et si possible, qu'ils soient indépendants. Et avec ce critère aussi, qu'ils incarnent une forme de résistance par rapport à un monopole ou un pouvoir ultra installé de ces gens que nous ne citerons pas. Et moi, je suis chez Liana Lévy. J'adore la citer et qu'elle porte aussi des voix singulières. Et ça fait clairement partie de mes choix. Après, c'est toujours un coup de chance, d'alignement de planètes. Je l'ai envoyé à 4 maisons indépendantes. Il n'y en a que 2 qui m'ont répondu. Donc je me considère déjà extrêmement chanceux. Et en plus, sur les 2, il y en a une qui a accepté de tenter cette aventure avec moi. Donc je me sens très, très privilégié. Mais mon choix, il s'est bien sûr porté sur une indépendance, un petit catalogue, et puis aussi de savoir qu'on travaille avec des gens qu'on apprécie, dont on connaît la ligne politique. C'est fondamental, je pense, quand on commence en littérature. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce moment-là, peut-être que vous avez une vue un peu large maintenant du monde de l'édition, de polarisation? C'est pas forcément non plus ce qu'on cherche dans le monde de l'édition, qu'il y ait une polarisation telle qu'une maison d'édition soit vraiment estampillée à gauche, à droite, etc. En fait, il faut comprendre la logique derrière, et la logique derrière, elle est économique avant tout. Et c'est quelque chose qu'on oublie aussi souvent, et je pense que ton éclairage est très important aussi, même Fatou, parce que tu as la vision américaine qui est beaucoup plus, it's a market, quoi. C'est un marché, et du coup, on la voit comme marché. En France, c'est un marché qu'on aimerait définir comme libre, comme qui s'autorégule, mais c'est pas vrai. En France, on voit très bien que les grosses maisons d'édition, elles ont une charge symbolique qui est décorrélée de leur poids économique réel. Et la problématique, elle est là, en fait. C'est l'une des questions qu'on s'est posées, nous aussi, en se disant, est-ce que cette année, dans le cadre du prix, est-ce qu'il faut boycotter, justement, les livres qui proviennent de ces maisons d'édition qui appartiennent à cette concentration? Et c'est effectivement ce que tu as rappelé, Nacera, en se disant, on peut pas faire ça. C'est pas légitime pour les autrices et les auteurs qui n'ont pas forcément le choix et le luxe de pouvoir choisir leur maison d'édition. Donc, l'idée, c'est de se dire, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on vise? À partir du moment où on sait qu'il y a une décorrélation entre pouvoir symbolique et pouvoir économique, on se dit que peut-être l'un est plus accessible que l'autre. Le pouvoir économique d'une grande maison, nous, on l'aura jamais, c'est très bien. Le pouvoir symbolique, en fait, on va réussir à le créer. Et c'est ça qui est important, c'est dans ces interstices, dans ces entre-espaces-là où on a du mal à être défini, en fait, on crée un nouvel espace. Et ce nouvel espace, petit à petit, il va se structurer, mais il faut toujours avoir en tête que la réflexion, elle n'est pas uniquement symbolique, elle doit aussi être économique. Dans l'existence du festival, il y a aussi la volonté de, justement, de monter et de montrer de nouveaux publics et de raccrocher des personnes à la lecture. C'est l'un des enjeux des littératures urbaines, et on s'en rend compte, notamment avec le livre de Zakaria, Quartier de combat,
qui est sorti en 2021, en fait, on s'en rendait compte en mettant ce livre dans la main de jeunes du quartier qui, en fait, l'ont dévoré, parfois en très peu de temps. Parfois, ça a été l'un des premiers livres qu'ils ont lus parce que c'est un récit qui leur parle, c'est un quartier qui leur parle et c'est quelque chose dans lequel ils arrivent à s'inscrire. Donc, on se rejoint aussi sur ce que tu disais, Rouda. Nous, on pense aussi que tout le monde aime lire. Simplement, il faut mettre les bons livres à la disposition des bonnes personnes. Par rapport à ça, Mme Fatou Niang, est-ce que vous êtes chercheuse aussi, est-ce que c'est documenté, ces rapports de domination dans le monde littéraire français ? Alors, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant en t'écoutant, c'est de t'entendre dire que pour toi, la littérature, c'est nouveau, alors qu'on en parlait juste avant le début de l'émission. Ça fait 20 ans que je t'écoute, que je te lis. Et je trouve qu'il y a aussi, c'est assez intéressant, lorsqu'on parle de ces questions de nomenclature, la manière dont on peut être enfermé dans des représentations. En début de cours, je demande souvent à mes étudiants de googler « What is a writer ?» Qu'est-ce qu'un écrivain ? Et en fait, il faut aller à la 9e ou 10e page de Google pour trouver quelqu'un qui n'est pas blanc, ou trouver une femme voilée. Elle sera, l'année dernière, la femme voilée, elle était à la page 23. Donc, un écrivain, la notion de celui qui peut porter la littérature dans tous ses canaux, que ça soit de l'édition à la publication, à la diffusion, au prix, à celui qui donne le prix, à celui qui reçoit le prix. On est dans quelque chose qui est quand même très genré, masculin et très, très blanc. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, pour se représenter comme étant dans l'une de ces boîtes-là qui forment la littérature. Et c'est pour ça que je trouve que quelque chose comme ce festival, le prix, nous permet aussi de démocratiser notre propre vision de ce qu'est la littérature, quels sont les corps, les voix, les textes qu'il apporte. Par rapport à ce que tu disais aussi en réponse à ta question, donc moi j'habite depuis 20 ans aux États-Unis, je suis professeur des universités, j'enseigne. Et en fait, j'ai dans le premier livre que j'écris qui sort de ma thèse, je parle de ma rencontre avec Tassalit Timash. Bon, je pars aux États-Unis pour un programme d'échange. Je suis étudiante en architecture et je finis par rester aux États-Unis parce que j'arrive et je rencontre. Il fallait faire un travail sur la littérature des écrits urbains et j'ai une collègue de classe qui est restée une très bonne amie, c'est la marraine de mes enfants, Cheryl, qui venait de l'État de Géorgie, qui me dit « Mais tu connais Tassalit Timash, elle est incroyable, elle dépote. » Je lui dis « Tassalit qui ?» Et donc, elle me dit, Tassalit Timash, mais c'est pas possible, tu ne la connais pas. Donc, je découvre Tassalit Timash par une fille qui vient du fin fond de la Géorgie, qui ne connaissait pas Baldwin, dont moi j'avais été abreuvée par l'école française. Donc c'est aux États-Unis que je découvre pour la première fois Aimé Césaire, que je lis pour la première fois Assia Djebar, que je lis pour la première fois Fanon, que je lis pour la première fois Marie Scondé. Et si je vous donne ces noms-là, que je découvre, les écrits de Faiza Guène, qui vient de commencer à écrire, et si je vous parle de tous ces noms-là, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez une heure, et c'est une question c'est un exercice auquel j'invite les personnes qui nous écoutent. Vous prenez une heure et vous regardez les programmes de français à Harvard, à Yale, à l'Université de New York, à Columbia. Là, je vous parle des très grandes universités. Ou alors à l'Université d'État du Texas, à l'Université d'État de Washington, ou alors dans un community college. Vous regardez leurs programmes de cours, la littérature, les cours qui sont donnés. Alors, on est dans un programme capitaliste où un cours est donné parce que les étudiants s'inscrivent et chaque étudiant qui s'inscrit paye direct, il y a de l'argent qui vient directement au département. Donc, aux États-Unis, on est dans un système qui sanctionne un cours qui fonctionne d'un semestre à l'autre. On ne peut pas laisser un cours être donné pendant des années s'il n'y a pas d'étudiants. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde le catalogue des cours de français, l'écrivaine la plus étudiée, c'est Marie Scondé. Lorsqu'on regarde les catalogues de français, donc aujourd'hui, et tu en as parlé en citant Horvath, parce que ce sont des chercheurs américains ou des chercheurs comme moi, français, qui ne trouvant pas leur place en France, sont partis à la fin des années 90, au milieu des années 2000 aux États-Unis, il y a une vitalité absolument extraordinaire de cette littérature-là, qui est étudiée. Faiza Guène est la 9e écrivaine française la plus étudiée aux États-Unis. Et donc, il y a une visibilité, une vitalité de ces écritures-là dans le milieu universitaire, dans la recherche universitaire, dans les festivals. Et là, je vous parle des États-Unis, mais je suis aussi responsable d'un festival de littérature au Brésil qui, chaque année, au mois de novembre, réunit à peu près 60 000 personnes, 300 écrivains à peu près. La vitalité de la littérature aujourd'hui, française, pas en français, française,
est porté par des voix d'outre-mer, des voix des quartiers, des voix urbaines qui montrent qu'il y a quelque chose. Et je ne parle pas, je vais m'arrêter là, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une dichotomie ou d'une division de la littérature française. Comme nos homologues brésiliens nous l'ont dit il y a quelques semaines au Brésil, on se rend compte que oui, en fait, la littérature française, c'est Hugo, c'est Beckett, mais aussi c'est Rouda, c'est Faiza. Et donc cette ouverture-là, pour moi, elle est vitale. Elle participe d'une diplomatie culturelle que la France a toujours su bien porter. Elle participe de l'émergence de programmes comme la Villa Albertine aux États-Unis, où les gens se sont rendus compte que la France, ce n'était pas seulement Chanel, le fromage, le vin, mais c'était aussi toute cette vitalité-là qui fait ce que la France est vraiment aujourd'hui. Nacera Tamer, le fait de devoir, donc, comme explique Mme Fatou, de devoir partir à l'étranger pour se rendre compte qu'effectivement, on a des auteurs ici qui sont plus valorisés de là-bas. Est-ce que ça fait qu'on peut souffrir d'un manque de modèles quand on commence à écrire en France ? Oui, c'est ce que j'ai indiqué. C'est-à-dire que je m'intéressais à la matière littéraire depuis très longtemps et j'ai quand même constaté que je ne connaissais pas plein d'auteurs, d'autrices d'origine maghrébine, d'origine africaine, d'origine populaire. Et il a fallu que je fasse la démarche active pour découvrir Tassadit Timache et d'autres, Mehdi Charef, etc. Ces noms-là n'étaient pas dans les programmes de littérature, etc. Et donc, ça a été important pour moi de réaliser ça et de réaliser aussi que c'était aux États-Unis qu'on avait une meilleure reconnaissance de cette littérature-là. La conclusion à laquelle j'ai abouti, c'était de me dire, peu importe, je vais écrire ce que moi, je souhaite écrire. Je ne vais pas écrire en fonction d'une éventuelle réception par tel ou tel. Voilà, d'être la plus authentique dans mon geste d'écriture. On va rentrer un peu dans le détail de vos deux autofictions. Donc, Rouda, votre récit est à cheval entre deux mondes, celui des quartiers, un lieu refuge que vous chargez de poésie, et celui des groupuscules de l'ultra-droite, un peu moins poétique. Les Jardins perdus, c'est l'histoire donc d'une famille abîmée par les échecs et les renoncements, et c'est d'abord l'histoire d'une transmission, celle en fait du racisme ordinaire, qui devient le terreau de violences extrêmes. Pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire de cette famille des chevaliers dans le contexte actuel ? Famille chevalier, pas des chevaliers. Bien sûr. Déjà, je peux rebondir un peu sur ce oui, que bien disait sûr. Nacera. Je trouve aussi qu'il faut qu'on rende hommage à nos grands frères et grandes sœurs qui ont défriché le terrain pour nous. Donc il y a effectivement Faiza Guène, mais je pense à Tom Terryam, En attendant que le bus explose, à Insa Sané avec Sarcelle Dakar, qui ont déjà pas ouvert les portes en grand, mais qui nous ont permis à nous, je pense, dans une autre génération, d'arriver avec un peu plus de curiosité, je pense, du milieu de l'édition. Les portes n'étaient pas grandes ouvertes, il fallait les pousser un petit peu quand même. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite dédicace. Et après, pour revenir sur cette histoire, oui, moi, je me suis intéressé vraiment au basculement, comment on en arrive à se radicaliser. Et spécialement sur cette thématique de l'ultra-droite, donc une action radicale, violente en dehors des institutions. Et j'ai eu l'intuition que beaucoup de choses devaient se jouer dans l'intimité d'une famille. Donc moi, le quartier des Jardins perdus, je ne suis pas allé le chercher très loin. Il se trouve que le square de mon adolescence s'appelait les Jardins perdus. Et que en allant y jouer au basket ou au foot, on n'a jamais eu une seule seconde idée de la portée poétique d'un tel nom, mais donc il était vraiment sous mes yeux. Et je me suis dit que j'allais zoomer sur ce quartier, zoomer sur l'appartement d'une famille, m'installer avec cette famille, et puis les voir évoluer dans le temps, et voir qu'est-ce qui les a déchirés, quels ont été les silences, les secrets, les non-dits, et donner à entendre peut-être par petites touches, pas des explications, mais des entrées pour essayer de capter comment un jeune de 21, 22 ans, aujourd'hui, en France, pourrait adhérer à ces thèses de l'ultra-droite, donc des thèses radicales, violentes, qui visent à renverser les institutions et à favoriser l'avènement d'un État blanc. Donc ce danger-là est très palpable, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, sur le top vente actuel des livres en France. Et je trouve que le discours
nauséabond de l'ultra-droite, il a pénétré un petit peu non seulement les institutions, mais aussi nos manières d'être tous ensemble. Et il y avait un sujet à défendre, un sujet dont il fallait absolument que je m'empare, et de raconter une histoire de délitement. J'étais très long, mais de comment une famille peut faire, malgré elle, surgir cette forme de radicalisation. Parce que ça part de petites phrases du père, sans rentrer dans les détails, et puis on sent que c'est là que se loge en fait peut-être cette autorisation que donnera le fils plus tard de rejoindre des milieux radicaux. Et moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Merci beaucoup. C'est comme ça que je l'avais imaginé. Pour moi, le racisme, la peur de l'autre sont toujours l'entrée principale de l'adhésion aux thèses du Rassemblement national. Mais derrière se superposent aussi des logiques de solitude, d'abandon, de déclassement, dont on parle peu. Et c'est un sujet que je voulais vraiment traiter et suivre en fait une famille dans le temps. Donc on prend ces deux frères chevaliers, ils sont tout petits, on les accompagne jusqu'à leur adolescence, puis leur jeune âge adulte, et d'aller voir un petit peu dans les souvenirs, dans les micro-gestes, les micro-attitudes, comme vous disiez, les petites phrases qu'on peut entendre, qui viennent se loger, des graines sournoises qui germent après en arbre immonde. Voilà, il y avait cette volonté de rentrer dans l'intimité, et je rejoins Mehdi, je pense, sur cette envie, je pense, qu'on porte de faire rencontrer l'intime et le politique, et de les confronter pour faire surgir des histoires. Mais justement, alors l'intime peut devenir vraiment un outil politique. Est-ce que vous l'avez un peu perçu comme ça quand vous abordez votre livre, ou c'est notre approche? Oui, c'est-à-dire que pour moi, l'intimité de la narratrice, qui est le récit en grande partie autobiographique, donc je me sers d'événements de ma vie, je le prends plutôt comme un reflet de problématiques collectives, c'est-à-dire que ces sentiments, le fait de se sentir coupable vis-à-vis de son milieu d'origine, le fait de se sentir pas à sa place, d'où le titre Allô la place, le fait d'être ambivalente sur son origine, sur le milieu dans lequel elle évolue, et bien tout ça. Je rappelle ce qu'on n'a pas dit, vous avez grandi donc au Havre, au quartier de la Mare Rouge, vous venez d'un milieu ouvrier, donc vous dites la famille typique des années marocaines qui arrive dans les années 60-70. Voilà, donc c'est important qu'on le sache. Et en fait, ces affects qui animent la narratrice reflètent en fait des problématiques, des mots qui sont collectifs. C'est simplement vécu avec une subjectivité, exprimé avec une subjectivité, mais je pense que on est nombreuses à les traverser ces affects-là. Et ma démarche, ça a été aussi de rompre avec des cadres narratifs plus convenu, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait un récit autobiographique, c'est pas tout à fait l'histoire d'une transfuge, une transclasse. Il y a des éléments de ça, mais il y a aussi de l'écriture plus documentaire, de l'écriture plus poétique. Et pour moi, ce dispositif-là, il permet justement de rompre avec, c'est l'histoire d'une personne qui a eu ce parcours particulier. C'est plutôt de rendre compte de trajectoires avec des coupures, des séparations, des négociations pour essayer de tenir ensemble plusieurs choses. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de mettre en forme. Je trouve très intéressant, il y a un écho très intéressant dans ce que vous dites. C'est Charles Bon, professeur de littérature à Lyon 2, grand critique littéraire, qui, au milieu des années 90, disait que cet ensemble disparate d'écrits qu'on appelait à l'époque la littérature beurre n'était pas vraiment de la littérature parce que elle était caractérisée par la grande empreinte autobiographique. Ce n'étaient des gens qui n'étaient capables de parler que d'eux, à la première personne, et puis dans une écriture qui était assez infantile et qui restait bloquée dans les soucis de l'enfance. Alors je trouve ça assez intéressant parce que si on devait enlever de la littérature française tous ceux qui ont écrit à la première personne de leur enfance ou sur l'enfance, je pense qu'il ne resterait pas beaucoup de textes. Donc ça c'est voilà, exactement. On est d'accord, on perdrait les concours. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que tu parles de formation ou de déformation. On est entre biographie, autobiographie, et il y a un ensemble de
en littérature, en critique littéraire, on parle d'autofiction pour justement ce mouvement d'écriture qui mêle, qui prend un peu de l'expérience personnelle, un peu de jeu et qui l'essaime, l'ensemence avec des procédés d'écriture qui peuvent aller de l'écriture filmique à des expérimentations littéraires un peu plus importantes, un peu plus osées. Je trouve ça assez intéressant en fait de la manière dont on peut définir ces champs et définir un champ à travers ces critiques-là. Mais c'est un procédé justement de l'autofiction qui a été très à la mode un temps, qui ensuite a été très décrié en France notamment. Absolument. Moi je pense notamment à Constance Debré, qui est une autrice que j'aime beaucoup, qui a beaucoup travaillé. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'autofiction, quand on est sur un auteur ou une autrice qui va être plutôt représentatif effectivement d'une classe dominante, on va lui poser la question de qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui... Quand on est sur des auteurs ou des autrices effectivement qui sont originaires de quartiers populaires, on a cette assignation à la réalité aussi. Cette assignation, comme tu le disais, j'étais surpris d'entendre citer Lyon 2, qui est quand même une fac assez reconnue, donc j'étais... Mais effectivement, de se dire que pourquoi est-ce que ce serait qu'une parole autobiographique? Moi, je pense qu'il y a une question qui est intéressante aussi, c'est de se dire que quelle est la maturité de la littérature ou de cette littérature qu'on a. Effectivement, elle est peut-être moins mature, et au début, elle commence par parler de ce qu'elle voit le plus. On se voit le plus nous-mêmes, on voit ce qui nous entoure, et puis petit à petit, on s'ouvre au monde. Donc c'est aussi l'un des intérêts ou des enjeux. Comme une étape, en fait, aussi. Oui, bien sûr, ouais. c'est une étape. Ouais. C'est une étape et c'est une question de maturité artistique. Je pense que là où on peut faire le parallèle avec le rap, et c'est pas un parallèle que j'aime faire en général, parce que on a quand même le rap. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a bien vu cette construction là où le cheminement temporel a été différent. C'est-à-dire que le rap français est né finalement assez peu de temps après le rap américain, avec des premiers groupes. Moi, je pense IAM, par exemple, pour moi, est un groupe de rap américain qui rappe en français. Parce que toutes leurs influences viennent de là-bas, le vécu, même s'ils parlent beaucoup de Marseille, tous les enregistrements ont été faits à New York. Mais c'est intéressant de voir qu'en l'espace de 20, de 30, de 40 ans, le rap est parti de on parle de nous, on parle du quartier, on parle de ce qu'on vit, à aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on est OK sur ce qu'il raconte. Mais c'est intéressant de se dire que le rap a quelque part été récupéré, au-delà d'avoir été récupéré par les institutions culturelles françaises, il a été récupéré par le marché. Et le marché, quelque part, a toujours justement cette force, cette puissance de dire à la fin, c'est l'argent qui gagne. C'est triste. Sauf qu'en même temps, c'est intéressant et ça donne des idées pour se dire si les institutions culturelles ne veulent pas de nous, et je parle là d'un point de vue plutôt littéraire, il faut pas forcément aller chercher cette légitimité symbolique. Il faut aller chercher comment faire vivre les gens, comment faire vivre les auteurs et les autrices pour qu'ils puissent continuer à écrire. Et moi, il y avait quelque chose d'assez universel que j'ai trouvé dans votre livre. Est-ce que c'est pas aussi l'écriture, dans votre cas, le désir de faire vivre la culture d'où l'on vient au moment où elle nous quitte un petit peu aussi, parce que justement, on change de classe sociale, on avance et qu'on n'est plus au même endroit que là où on a grandi? C'est le point de départ pour moi dans l'écriture, c'était de réussir à mettre le doigt sur ce dont je m'étais éloignée. C'est-à-dire que je suis arrivée à Paris il y a une vingtaine d'années pour étudier, ensuite travailler. Et c'est seulement en étant à Paris que j'ai pu mesurer que quelque chose vivait en moi qui était lié au monde parental, qui est ce monde ouvrier, immigré. Et c'était pas évident de savoir ce qui vivait en moi de ce monde-là. Donc il y avait à la fois la langue, mais c'est pas seulement la langue, c'est aussi la culture, c'est la religion, c'est tout un rapport au monde, un rapport aux choses que j'ai dû découvrir en écrivant. Et je ne sais pas si c'est universel, mais je pense effectivement qu'on a tous des arrachements par rapport à notre enfance, par rapport au monde de nos parents. Et c'est, je pense, possible, ça a été possible pour moi de l'écrire seulement à l'approche de la quarantaine, c'est-à-dire qu'il a fallu que j'expérimente pas mal de choses et pour pouvoir avoir un regard rétrospectif sur cette vie, sur le quartier dans lequel j'ai grandi, sur la trajectoire de mes parents, etc. Et c'est un récit qui est une recherche de ça. Et on parlait tout à l'heure de l'héritage, vous êtes héritier de Zola. Pour moi, dans votre texte, il y a beaucoup l'héritage d'Annie Ernaux.
même dans le titre. Donc la place, ça s'appelle Allô la place, alors c'est le nom d'un taxiphone. Est-ce que vous l'avez en tête quand vous écrivez ? Pas tout à fait. Moi, j'avais lu La Place quand j'étais au lycée, c'était au programme, et j'étais passée complètement à côté, c'est-à-dire que j'avais été peu touchée. Je me souviens de quelques motifs. Je pense qu'il en est resté quelque chose. Oui, le papa qui boit sa soupe et qui fait du bruit, et ces choses-là, j'ai découvert Annie Ernaux plus tard. Et moi, ce que j'aime dans son travail, c'est justement d'articuler une trajectoire personnelle et une trajectoire sociale collective, et de parler d'elle et de parler de tout le monde, ou de la France, et de sa classe sociale, et son écriture, voilà. Et elle fait partie des inspirations, des références que j'ai, mais c'était pas conscient dans l'écriture. Ça transparaît vraiment, c'est ça qui est d'autant plus étonnant. Donc c'est là où la question de l'héritage est en fait va peut-être au-delà même de ce qu'on a lu, ce qu'on pense avoir retenu. Absolument. C'est à cette dite image qui le disait lorsqu'elle se rend compte complètement horrifiée. Sa cousine lui dit mais je trouve pas ton livre à la Fnac. Donc elle y va, et effectivement ils font la recherche et la trouvent en littérature algérienne. Et donc elle se pose et fait un très long entretien sur la réception du livre. Elle dit mais en fait que ce soit pour Nasser Ketan, Mehdi Charef, alors Leila Sebar et Assia Djebar seront dans une catégorie un peu à part, et je pense que je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y a la question de la classe aussi qui va jouer un peu, où elle dit mais en fait on se rend compte qu'on est quand même un ensemble. À l'époque, nous on a fait le travail avec mes étudiants, on est à peu près à une centaine de textes quand même, donc ce n'est pas rien, et on est dans des textes où la question du titre, l'intertitralité, donc il y a un ensemble d'éléments. Les personnages s'appellent Aïcha, Mohamed, ça ne peut pas être français. Le titre, voilà, le Théorème d'Archi Ahmed, Kif Kif demain, ce n'est pas français. Donc il y a un ensemble d'éléments, la photo de couverture, qui vont se coaliser et précipiter l'expulsion de ces textes-là hors du canon de la littérature française. Et moi, ce que je vais faire, par exemple, dans ma thèse et dans le premier livre, mon premier livre qui est tiré de ma thèse, donc Identité française, j'ai un chapitre qui s'appelle de la difficulté d'accepter ces textes dans le giron de la littérature française, où je vais étudier Kif et Taras d'Abiba Mahani et Kif Kif demain à l'époque de Faiza Guène. Et on se rend compte, et c'est fait exprès, c'était un peu espiègle, en appliquant des procédés de littérature et de lecture critique, en appliquant les mêmes procédés à Zola, Chateaubriand et à Faiza Guène, on se rend compte qu'il n'y a rien de plus. On ne peut pas avoir un texte plus français. On ne peut pas avoir un texte qui s'acoquine, qui appartienne plus à la littérature française que Kif Kif demain à l'époque de Faiza Guène. Et Faisal en parle elle aussi dans des entretiens où on se rend compte, et je pense que c'est aussi ce que tu disais, ce que l'on sent dans ces textes-là, c'est qu'il y a un moment où ils représentent une photographie à l'instant T d'une société française qui a évolué et qui ne s'est pas senti évoluer ou qui ne veut pas se sentir évoluer. Et on parlait tout à l'heure de miroir, mais que l'on ait conscience de cette évolution ou pas, que l'on ait conscience, je déteste le mot métissage, mais de cette mosaïque ou pas, cette mosaïque, elle est là. Elle est là, et on la voit dans la rue, elle est vivante dans les arts vivants, elle est vivante dans la littérature, elle est vivante. Et cette mosaïque, ces écritures, cet ensemble de textes, renvoient une vision à un pays qui a encore beaucoup de mal à accepter, au moins à l'intérieur, cette réalité-là, parce qu'on le voit. On parlait, moi j'aime beaucoup que tu ramènes les choses à la question économique, voilà, qu'on reste quand même, parce qu'avec la littérature, on a tendance un peu à décoller de temps en temps. Il faut rester rester pragmatique. Tu ramènes à la question économique. On le voit aujourd'hui comme instrument diplomatique. Les instituts français, il y a une décorrélation qui est absolument extraordinaire entre les produits culturels qui circulent dans l'Hexagone, je parle de l'Hexagone, dans les lieux prestigieux, et les lieux produits culturels français qui circulent via les instituts français, via des instituts comme la Villa Albertine ou la Villa Médicis, où là, la France montre, alors que quand je vois par exemple la mosaïque
des personnes qui sont présentes dans ce festival, c'est exactement le genre de mosaïque que l'on pourrait retrouver à la Villa Albertine à New York ou qui sont présentées. Donc, quelque part, au niveau de la diplomatie, la France a quand même compris qu'on ne pouvait plus se permettre de présenter certains... Parce que ça intéresse à l'étranger. Parce que ça intéresse et que alors ça intéresse, c'est un argument, c'est une arme de diplomatie culturelle qui nous ramène à la question de la diplomatie économique. Et tu sais, c'est la cérémonie d'ouverture des JO. C'est la cérémonie d'ouverture des JO, en fait. C'est exactement ça. C'est cette image de la France qu'on a voulu montrer, qui est très belle, qui nous convient, que moi j'adore, qui a fait hurler aussi beaucoup dans notre pays certaines formations politiques, mais qui est la réalité de la France. Et qui est ce qui s'exporte, effectivement. Et tu as raison de dire que, en fait, quand on va regarder à l'étranger, quand on regarde ce que produit et ce qu'exporte la France, c'est ça. Que ce soit ce que les instituts français proposent, ce que la diplomatie culturelle propose, n'est pas ce qui est reflété par les produits culturels qui circulent dans des... Donc ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant. Mais oui, cette question oui, on a absorbé des choses à l'école et ces choses, ces noms, ces récits ressortent dans des textes où se croisent les fantômes de Chateaubriand et ceux de Mouloud Ferraoun et qui font la vitalité, aussi la beauté de ces textes mosaïques. On s'approche de la fin, mais donc on l'a dit, aux États-Unis, la littérature urbaine n'est pas du tout en marge. Elle est le cœur battant du récit national, sans jamais être enfermée dans une catégorie. Quel rôle a-t-elle aujourd'hui dans des moments de tourment comme ceux que traversent les États-Unis ? Alors, les littératures urbaines, les littératures des villes, des écrivains qui ont pu écrire New York, qui ont pu écrire Harlem, qui ont pu écrire Watts, sont absolument inscrits dans... Alors, c'est très difficile de faire les parallèles parce qu'on est dans des... Merci Mehdi encore d'en avoir parlé. Nous sommes dans des logiques de placement de la littérature aux États-Unis. On est vraiment dans l'économie capitaliste la plus forte. Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce qui est acheté? Qu'est-ce qui peut écouler des unités dans les universités? Et c'est ce qui guide le pointage ou la circulation des produits. Donc on reste quand même assez éloigné de la place symbolique qu'avait qui pouvait être édité chez Gallimard. Je ne sais pas si on a le droit de citer des noms, mais voilà, on est sur des logiques de circulation, sur des logiques d'appointement qui sont très très différentes aux États-Unis. Sauf que je pense que ces différences symboliques, elles ont pu être vraies jusqu'il y a peut-être 20-30 ans, elles le sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, qui circule entre les deux pays, c'est que en surface, on continue de rester sur ces différences en disant le cinéma, on a l'exception culturelle française, on a le prix unique pour le livre, mais la réalité, c'est que la France est absolument, on est dans un libéralisme qui fait que il y a un moment où c'est le produit le plus offrant qui peut circuler. Et je pense que pour des initiatives, des projets, alors on va pas parler d'initiatives, moi je parle de projets vers le futur, de projets pour le futur comme ce festival des littératures urbaines, il y a quelque chose à prendre là. Et à prendre aussi, parce que j'y pensais tout à l'heure en t'entendant, nous venons des fois de culture ou d'endroits, de famille, où on va dire à sa maman ou à sa grand-mère qu'on est écrivain, mais en fait, comment ça être écrivain? Tu n'es pas Victor Hugo. Ou l'écrivain, en fait, sa position d'écrivain peut être reconnue. Et des fois, c'est tout bête, par la grand-mère, par la tante, parce qu'on a un prix. Et donc, ces petits objets, ces éléments symboliques-là, qui sanctionnent l'arrivée ou qui sanctionnent l'entrée dans un monde, si on ne peut pas les avoir de circuits traditionnels ou de circuits qui un peu plus établis comme l'Académie française ou l'Académie Goncourt, il faut aussi les créer. Et quand je dis il faut les créer pour nous, et nous, ce n'est pas un nous enfermant des gens de banlieue, des gens issus de la colonisation sénégalaise ou algérienne, mais un nous qui finalement représente cette mosaïque
qu'est la France, et une mosaïque qui pendant très longtemps n'a pas été représentée par une industrie aussi importante que l'industrie de la littérature. Et c'est pour ça, vive votre prix, qu'il continue de vivre, parce qu'il fait véritablement résonner la polyphonie de voix, d'écriture, de forme, de sensibilité et de récit qui font la France depuis 1663 et l'installation de la Compagnie sucrière des Indes. Merci. Mehdi, est-ce que vous avez un livre à conseiller, si on essaie d'être court, à conseiller à une jeunesse qui nous écouterait et qui Oui. aurait envie de se mettre à lecture là, tout de suite, ce soir, demain? Sans hésiter, je conseillerais, outre les livres de Rouda et de Nassera que j'ai beaucoup apprécié, Le Retour du roi Djibril, qui est un ouvrage collectif coordonné par Rachid Ayresh et Ramses Kefi, qui est extraordinaire à plusieurs titres. En fait, déjà, il se lit très bien parce que c'est un ensemble de contes. Donc, c'est les contes de la cité. Chaque chapitre est une histoire différente qui se situe ailleurs en France, qui est racontée par un auteur ou une autrice différente, qui va reprendre aussi le langage, le phrasé qu'on va retrouver dans sa ville ou dans son territoire, et donc qui crée une polyphonie à l'intérieur d'un même livre, où pourtant on arrive aussi à garder un fil avec un seul narrateur et une seule histoire. Donc vraiment une merveille. C'est un vrai plaisir, et c'est vrai Ouais. que ça fait conte. Et ça, c'est génial. Exactement. Ouais. Mme Fatou, peut-être un livre à conseiller à une jeunesse qui a envie de s'ouvrir l'esprit? Je conseillerais Le Triangle et l'Hexagone, Eh ben, je vais le lire aussi, alors. voilà, de Mabula Soumahoro. Je l'ai pas lu. Pour quelle raison? C'est un livre qui est une photographie, je trouve, magnifique, que l'on pourrait retrouver auprès de son lit, d'un endroit qui est la maison et qui est la France. Et c'est un livre qui est vrai, qui se lit tout seul, qui se lit avec difficulté, qui se lit avec amertume, qui se lit avec joie, et qui se lit avec tous les sentiments qui accompagnent le fait de vivre dans ce pays. Et c'est un livre qui parle de nous. Et vraiment, je le dis, ce n'est pas nous contre eux, c'est nous tous. La France, tout ce qu'a fait la France, et nous, la France, dans le monde un peu plus large. Donc voilà, l'humain. C'est un livre sur l'humain. Nassera Tamer, un livre qui vous a peut-être marqué? Oui, alors Vous je voulez vais partager? parler du dernier que j'ai lu. Je lis peu d'essais et peu de sciences sociales. J'essaie de m'y mettre de plus en plus. Et je recommanderais Le Temps des salauds de Hugues Jaillon, parce que c'est court et essentiel. C'est un essai, certes, mais il y a une langue, il y a un ton qui fait qu'on s'y accroche, et ça raconte notre temps et l'arrivée du fascisme qui devient réel. Donc je pense que c'est nécessaire. Rouda, pour vous? Moi, il y a beaucoup de livres, mais je vais parler du premier livre que j'ai choisi vraiment. Et celui que l'école n'a pas choisi pour moi, parce que souvent à l'école, on fait des fiches de lecture, on nous demande, il y a un rapport à la lecture très encadré, noté en plus. Moi, c'est Si c'est un homme de Primo Levi. Et c'est un livre qui m'accompagne encore, que je relis encore avec beaucoup de plaisir. Qui est une histoire d'espoir, de rédemption, de survie, et extrêmement poétique, avec une langue très immédiate, qui parlerait à n'importe quel jeune qui aurait envie de se lancer dans la lecture. Merci beaucoup, et merci à tous. Et pour clôturer en beauté, je vous propose, Rouda, de nous partager votre slam intitulé Les Jardins perdus, si vous avez la possibilité de... Bien sûr, alors, ça vient des Jardins perdus, c'est un poème qui s'appelle Le ciel en dentelle, et je vais mettre mes lunettes d'écrivain. Oui. On est plus tout jeunes. Les lunettes de vieux. J'ai relié nos histoires et les étoiles entre elles. J'écris tous nos espoirs sur le ciel en dentelle. J'en fais des grains de sable, des poussières qui contiennent des souvenirs ineffables qui ne passent pas la vingtaine. Photomates sans brillance, des visages griffonnés, de vieux sourires d'enfance qui nous font frissonner. Je déchire les nuits froides en mille éclats glacés. Il reste des ombres fades sur nos deux peaux trouées. Je cherche dans le vent des traces de ton absence, sur le bitume ardent dans les odeurs d'essence. J'ai chevauché le temps pour revenir en arrière. Je garde entre les dents les douleurs, les colères. Je croyais te connaître, j'ai perdu connaissance. On meurt dans les promesses le jour de nos naissances. J'ai confondu tes yeux avec deux billes de verre. J'ai oublié un peu que tu étais mon frère. J'ai relié nos histoires et les étoiles entre elles. J'écris tous nos espoirs sur le ciel en dentelle. On reste aveugle et sourd à nos rêves suspendus, de voir fleurir un jour tous les jardins perdus. On avait les mêmes rêves, ceux qu'on divise en deux, courir jusqu'au soleil pour ne pas dire adieu. Nous n'avions réclamé dans les matins pluvieux, ni la gloire, ni l'espoir, ni les larmes, ni le feu. On fuit, on efface tout, on voudrait s'échapper. On fume, on boit sans goût juste pour oublier
La misère et l'école, l'avenir à sauver, les morts sur les motos, les grandes sœurs suicidées. Sur les tours de béton et dans les nuits qui viennent, sur les nuages en laiton et dans les lunes pleines, sur l'amour que nous taisons et dans la porcelaine, on écrit nos prénoms que demain s'en souvienne. Je croyais te connaître, j'ai perdu connaissance. On meurt dans les promesses le jour de nos naissances. J'ai confondu tes yeux avec 2 billes de verre. J'ai oublié un peu que tu étais mon frère. J'ai relié nos histoires et les étoiles entre elles. J'écris tous nos espoirs sur le ciel en dentelle. On reste aveugle et sourd à nos rêves suspendus, de voir fleurir un jour tous les jardins perdus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous. Merveilleux. Trop, trop beau. Merci, merci.